qu'a-t-il préparé pour vous à votre demande? C'est une surprise. Voici Jean-Pierre Coff. Bonjour, monsieur. Mesdames, madame. Alors, Jean-Pierre? Je voudrais vous poser une question, madame. Vous m'avez demandé une omelette. Oui. Alors, je ne vous cache pas que... Vous m'avez précisé nature. Et je ne vous cache pas que j'ai été un peu étonné, bien sûr. Et je me demande pourquoi vous m'avez demandé ça. Mais c'est très bon, une bonne omelette. Ah, mais c'est pas si facile que ça à réussir. Je vous le confirme. Mais c'est pas par hasard. C'est lié à une anecdote. C'est peut-être pas par hasard. Racontez-moi ça. Bon, je fais la cuisine comme toute épouse, je suppose, quand il faut la faire. Mais je n'aime pas beaucoup ça, je n'ai pas vraiment de goût pour la cuisine. À l'inverse du président, qui lui est un vrai cordon bleu, qui a pris d'ailleurs des leçons de cuisine au cordon bleu quand il avait 14 ans. Et ma belle-mère était une cuisinière tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, tout ce que j'ai appris à faire, c'est à ma belle-mère que je le dois. Alors, il y a en effet une anecdote, c'est que quand mon mari faisait son service militaire, à ce moment-là, c'était très long. Algérie? 30 mois, oui, 30 mois de service militaire. Une permission. Vous étiez déjà marié? Vous étiez oui, oui. Il arrive à Paris, comme tout époux, j'avais mis quelques provisions dans le frigidaire, et il me dit, ben, faites donc une omelette. Alors, je casse les œufs, monsieur Jean-Pierre Coff, mais malheur, avec les coquilles. Je bats les œufs avec les coquilles. Ah oui, effectivement. Alors évidemment, quand je les ai mis dans la poêle, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement. C'est surtout le président qui s'en a aperçu. J'ai dû aller le chercher et lui dire, bah, je ne sais plus faire une omelette. Ah, ça commençait mal quand même. Et c'est lui qui l'a faite. Ah bon, il l'a réussi. Depuis, je sais la faire. C'est vrai? Oui, quand même. Vous avez fait des progrès. Oui, j'espère. Non, je trouve que votre idée d'œuf, c'est formidable, parce qu'on ignore que l'œuf, c'est quand même ce qu'il y a actuellement de meilleur marché et de plus vitaminique. Vous avez deux œufs standards, c'est-à-dire en gros 60 grammes, c'est l'équivalent de 100 grammes de viande. Ah, voyez. Et 6 œufs, c'est quoi? C'est 2 €. Donc vous voyez un peu combien l'œuf est économique. Et à mon sens, on n'en mange pas assez. Parce qu'on raconte des tas de sornettes sur les œufs. Effectivement, l'œuf, si vous faites une mayonnaise, c'est l'huile qui va vous apporter des calories. Si vous la préparez avec d'autres ingrédients, c'est là où est le danger. Mais l'œuf, coque ou simplement mollet, ça se digère parfaitement bien. C'est tellement facile à faire. Alors là, je ne suis pas sûr, mon cher Michel, que si vous n'aviez pas entendu l'anecdote de Madame Chirac, vous n'auriez pas été capable de mettre également les coquilles. Hein. Je vous ai déjà dit, venez prendre des cours par correspondance. Oui, mais à chaque fois, vous me dites, va te faire cuire un œuf. Mais non, je ne me permettrai pas de vous dire ça. Ce que je vous propose, madame, c'est de regarder comment je fais l'omelette. Ça n'a rien de génial et je vous jure que je n'ai pas de génie là-dedans du tout. L'omelette de Madame Chirac. De Madame Chirac. Madame, bonjour. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous me demandiez de faire une omelette. Ça me paraît être une petite vacherie. Je vous la pardonne bien volontiers si je réussis mon coup. Si je la rate, ça sera plus difficile, car l'omelette, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple ou de plus compliqué à faire. Donc, ce qu'il faut, c'est des œufs extra frais. Alors, on le voit très bien maintenant, puisque c'est obligatoire. Sur l'œuf, il y a la date de ponte et les dates limites de consommation. Donc, les œufs, à partir d'une date de ponte, sont consommables en omelette pendant 3 semaines. On va se faire 2 œufs chacun, ça vous va? Et on va en rajouter un pour que ça soit plus confortable. En général, toutes les préparations avec des œufs se salent après cuisson, sauf l'omelette qu'on sale avant. Un peu de poivre, et on y va. Le principe, c'est d'apporter le maximum d'air dans l'omelette pour lui donner de la légèreté. Un peu de beurre, noisette, paola. Alors on fait plein feu parce que c'est quelque chose qui va vite là à partir de maintenant. On verse tout d'un coup, brutalement. Et là, on laisse un peu prendre.
voyez? Alors, avec la fourchette, on ramène d'avant en arrière et d'arrière en avant. Voilà. Un peu baveuse quand même, non, madame? Un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Et hop, je replie. Et voilà. J'en ai déjà fait 2 plus belles. De pire aussi, je dois l'avouer. Mais j'espère surtout qu'elle sera bonne. Et avant toute chose, j'espère qu'elle vous plaira, car c'est fait pour ça. Merci beaucoup, monsieur Corbe. Tout à fait. Je dois dire que depuis que Jean-Pierre nous a rejoints, depuis 2 ans, c'est une des recettes les plus simples. Un des plats les plus simples qu'on lui a demandé de faire. Mais je trouve que c'est l'idée de l'œuf qui est formidable. D'ailleurs, personne n'avait eu l'idée de demander des œufs jusqu'à présent. Et c'est simple à faire, c'est bon. Enfin, Madame, si vous voulez Ah oui, moi je vais goûter. vous verrez, il n'y a Oui, pas oui. de coquille. Tant mieux. Ne vous laissez pas moquer, madame. Il faut lui répondre avec énergie. Vous allez voir, il se calme tout de suite. Vous en voulez, Michel? Mais avec Ah bon. plaisir, mon cher Jean-Pierre. Voilà. Délicieuse. Très Alors bien. maintenant, nous allons écouter le président. Je dois dire que lorsque nous avons invité Madame Chirac dans cette émission, j'imaginais bien que ce n'est pas elle qui allait demander, n'est-ce pas, Madame Chirac, au président s'il a accepté. Vous lui aurez jamais demandé. Non. Bon. Alors je lui ai demandé. Ça vous a étonné qu'il me dise oui? Un peu tout de même. Quelquefois, il est un peu imprévisible. Alors, dans le livre que vous aviez écrit avec Patrick de Carolis, vous disiez, si ma mémoire est bonne, mon mari est très avare de compliments. Ah oui, De ça oui. compliments. Ah Et, oui. et c'est très rare lorsqu'il me félicite. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. C'est- C'est certain. Voilà, donc il y a donc 3 semaines, le président a accepté cette interview. Regardez. Monsieur le Président, merci de me recevoir à l'Élysée Merci d'être ici. et pour parler, c'est une grande première, d'une femme que vous connaissez mieux que personne, Bernadette Chirac. C'est la première fois, à ma connaissance, que vous acceptez de parler de votre épouse. Et je le fais avec beaucoup de plaisir en réponse à vos questions. Je vous en remercie. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre rencontre avec Bernadette Chirac? C'était dans quelles circonstances? Et est-ce que vous avez un souvenir précis, une image? Oh, c'est un souvenir très précis. C'était en réalité le hasard. C'était en 52, à la rentrée universitaire. Il s'est trouvé que elle et moi, nous sommes entrés ensemble à Sciences Po, et en première année, et le hasard a fait que nous avons été tous les deux affectés à la même conférence. Vous savez, on appelait ça les conférences de méthode. On s'est donc trouvés là, par hasard. Et alors j'ai gardé un souvenir très précis, pour une raison particulière. J'avais bien vu qu'il y avait plusieurs jeunes filles dans cette conférence, notamment l'une qui me paraissait quelqu'un de tout à fait posé, de tout à fait bien élevé, raisonnable. Et puis alors j'ai été surpris parce que lors de ces conférences, on donnait des exposés à faire aux élèves. Et naturellement, n'ayant pas beaucoup d'expérience, les élèves ne se battaient pas pour prendre les premiers exposés. Et ils essayaient de voir un peu comment se passaient les choses avant de prendre des initiatives et des responsabilités. Et alors, à ma stupéfaction, cette jeune fille, qui, je le répète, paraissait par ailleurs tout à fait raisonnable et modérée, a été volontaire pour prendre les 2 premiers exposés. L'un, je me souviens, c'était sur la Convention en histoire, l'autre sur un sujet de droit constitutionnel. Et je me suis dit tout de même, moi je n'aurais pas eu cette audace d'être volontaire pour le premier exposé, dans la première conférence, la première année. Tout de même, je me suis dit, c'est quelqu'un, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, qui a de l'audace et du courage. Voilà les premiers souvenirs, si vous voulez, de notre rencontre. Mais j'ai tout de suite été impressionné. Est-ce qu'elle vous a aidé plus tard à préparer vos examens? Alors, dans plusieurs circonstances, d'abord, je dois avouer que nous avons rapidement constitué à 4 ou 5
un petit groupe au sein de notre conférence, elle en faisait partie, moi aussi, un petit groupe qui travaillait un peu ensemble, comme il est d'usage, et en particulier, le travail supposait qu'on aille en bibliothèque et qu'on lise des livres que nous indiquaient les maîtres de conférence. Je me souviens que l'un des premiers avait été La démocratie en Amérique de Tocqueville, un livre passionnant, mais enfin un peu indigeste. Et il fallait faire des fiches de lecture de ces livres et les rendre ensuite. Et alors, elle avait une très grande conscience professionnelle. Elle prenait un livre, elle le lisait entièrement, elle faisait sa fiche de lecture. Et alors j'avais trouvé un truc formidable, c'est qu'elle faisait mes fiches de lecture. Et je l'ai utilisé dès le départ, si j'ose m'exprimer ainsi. Et plus tard, lorsque j'ai préparé le concours de sortie, nous étions à ce moment-là, après mon service militaire. Après l'Algérie? Après l'Algérie. Nous étions mariés, nous sommes mariés en 1956. Nous étions en stage de préfecture dans l'Isère, à Grenoble. Et donc, je travaillais pour préparer le concours de sortie. Et là, elle m'a beaucoup aidé à préparer le concours de sortie, notamment matériellement en tapant toutes mes notes à la machine, ce qui était plus, naturellement, le travail intellectuel que ça représentait. Et c'est bien qu'elle m'a toujours aidé. Est-ce qu'on peut dire que, dès cette époque, vous avez formé une équipe? Et est-ce que la politique était déjà présente dans vos conversations? Je crois savoir que vous apparteniez à deux milieux différents. Oui, certainement. Et la politique n'était pas un sujet à l'époque. Je n'avais pas envisagé de faire une carrière politique et elle n'avait pas du tout envisagé que je puisse en faire une. J'ai été reçu à l'ENA, elle en a été contente. Je suis sorti affecté à la Cour des comptes, elle en a été contente. Ma belle famille aussi, parce que c'était tout de même quelque chose de prestigieux. Et donc il n'était pas question de faire de la politique. C'est un peu plus tard que je lui ai dit un jour, voilà, le Premier ministre, M. Georges Pompidou, au cabinet duquel j'étais, m'a suggéré, proposé d'être candidat aux élections législatives. Elle a été très étonnée, c'était pas du tout son objectif, c'était pas notre ambition, ça l'a surpris. Mais elle ne m'a pas du tout découragé. Elle m'a dit, on va y aller, et on va gagner. À quel moment vous avez découvert son énergie et sa force de caractère? Car Mme Chirac a un vrai caractère. Oui. Dès le départ, je vous ai évoqué ce fait de prendre la première des exposés, ce qui était vraiment la marque, si j'ose dire, de culot, de quelqu'un qui, par ailleurs, surmontait une certaine timidité et qui était déterminé à prendre toutes ses responsabilités et à les assumer. Et ça a toujours été sa caractéristique. Alors, le président de la République est quelqu'un qui décide en toute conscience et parfois dans la solitude la plus totale. Est-ce que vous vous souvenez de quelques décisions importantes qu'elle vous a inspirées avec ténacité, voire même avec entêtement? Bernadette est quelqu'un qui est très respectueux de la nature et de l'esprit des institutions. Elle n'a jamais essayé de m'inspirer ou de m'orienter sur une décision concrète de nature politique au sens général du terme. En revanche, son comportement m'a beaucoup inspiré, notamment sa capacité d'ouverture aux autres. J'ai toujours été très impressionné, et très impressionné au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça me servait d'exemple. La façon dont elle militait en Corrèze, notamment lorsqu'elle était conseiller général, enfin, elle est conseiller général, mais aussi avant, dans toutes les maisons de retraite, aller voir les gens, connaître les gens, leurs problèmes, leur apporter quelque chose. L'action qu'elle a menée dans ce domaine ne pouvait être que l'action de quelqu'un qui aimait les gens et qui voulait leur donner quelque chose. Ça a été la même chose avec son action à la tête des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Et les pièces jaunes pour l'enfance. Les pièces jaunes. Et bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, et ça c'est très utile parce que elle sent et voit les choses, et surtout
Elle m'a notamment appris en permanence qu'il y avait des gens qui souffraient, qui avaient des problèmes, et que ces problèmes, ces souffrances, il fallait en tenir compte. De quelle manière Bernadette Chirac vous a-t-elle aidé à supporter la dureté et la contrainte du pouvoir, et quelle a été sa manière de vous soutenir dans les périodes d'échec et de doute que vous avez connues? Tout simplement en étant en permanence présente, et présente de façon positive. Elle a un fort caractère, et il est tout à fait certain que nous ne sommes pas toujours d'accord sur tous les problèmes. Il vous arrive d'avoir des sujets de désaccord? Il arrive constamment d'avoir des sujets de désaccord, mais ce sont toujours des sujets, si j'ose dire, techniques d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qui ne touchent en rien l'essentiel. Je sais quand il y a un problème quelconque, que je peux compter sur elle, qu'elle est là, et qu'elle fera ce qu'il faut faire. Son signe, c'est le taureau, qui fonce. Et d'une certaine façon, elle fonce. Et notamment au service de beaucoup de gens, spontanément, sans ostentation, par le cœur et réellement. Et ça, c'est tout de même quelque chose qui m'a impressionné et forcément conditionné aussi dans ma vision du monde et dans ma vision de la société. Et puis, elle est tortue, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui prend son temps. Son animal préféré, c'est la tortue. Oui. Oui. Et c'est vrai qu'elle est lente, elle ne se bouscule pas, elle prend tout son temps. Vous n'avez pas l'impression, depuis quelques années, elle a changé de rythme? Mais ce n'est pas incompatible. Elle conserve un rythme de présence, d'efficacité, mais elle prend son temps. Elle prend son temps. C'est comme ça. Alors de temps en temps, ça m'agace un peu. Tendance à être en retard, ou elle prend son temps. Enfin, c'est comme ça fait partie d'une personnalité qui est une forte personnalité. Est-ce que sa façon d'entrer dans l'action, puisqu'elle était très très tôt une élue de Corrèze, ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas surpris. Nous avions au cœur de ma circonscription un canton qui s'appelait le canton de Corrèze, du nom du village de Corrèze, qui porte le nom du département. Et ce canton était représenté par un homme admirable, pour lequel nous avions tous beaucoup d'affection et de respect, qui était un médecin, le type même, l'archétype du médecin de campagne. Il avait d'ailleurs été l'homme que la télévision avait suivi lorsque avait été tourné ce fameux film sur le médecin de campagne. Ça vous dit peut-être quelque chose, film admirable. Et ce conseiller général, médecin de campagne, s'est tué dans un accident d'automobile. Bon, malheureusement. Ça a été un choc dans la population du canton, et même du département, car il était très aimé, très respecté. Et alors les maires du canton, toutes, je dois dire, opinions politiques confondues, parce qu'il y avait des maires de droite et des maires de gauche, naturellement, devant cette situation nouvelle, sont venus voir Bernadette et lui ont dit, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas vous présenter? Parce que, bon, ils étaient un peu perdus, d'avoir perdu une forte personnalité, ils étaient un peu perdus. Et elle a dit tout de suite oui. Elle s'est présentée, elle a été très bien élue. Et elle y est restée, elle a été indéfiniment réélue à la suite de ça. Elle y met beaucoup de cœur et beaucoup de sérieux. C'est quelqu'un qui ne manque jamais une réunion du conseil municipal de Saran, dont elle est adjointe au maire. Elle ne manque jamais une réunion du conseil général de la Corrèze. Elle fait les choses très très sérieusement. Et ça lui donne un contact permanent avec l'opinion publique qui est aussi une de ses grandes qualités. Quand il y a eu les élections où je me suis présenté pour la deuxième fois, c'est la seule personne, tout l'entourage politique et même toutes origines confondues, qui m'avait dit « Faites attention, ça va être Le Pen ». Ses contacts, elle l'avait senti ça. Ça a été la seule qui m'ait dit ça à l'époque. Personne ne disait ça. Alors, vous êtes tous les deux des personnages publics, évidemment, et pudiques. Hein. Vous êtes extrêmement discrets sur votre vie. Chacun sait que vous n'avez pas connu que des bonheurs dans vos vies de parents.
Est-ce que cela veut dire qu'un couple aussi exposé doit garder une certaine part de mystère, une certaine pudeur, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle génération des couples politiques, l'avez-vous remarqué? Je ne porte aucun jugement, naturellement, sur personne, mais c'était dans la nature de Bernadette, c'était dans ma nature. De rééducation peut-être aussi. Peut-être aussi de formation et d'éducation, et l'exemple aussi que j'avais pu observer des grands anciens, le général, M. Pompidou, de ne pas mélanger les genres. Alors nous sommes tenus à cette règle qui nous paraissait s'imposer d'elle-même. Nous avons, et c'est une autre chose que je tiens à souligner, et qui est tout à l'honneur de ma femme, étant très pris par mes fonctions politiques, je n'ai pas pu m'occuper de ma famille, en tous les cas, pas autant qu'il aurait fallu. Et elle a assumé la totalité de la charge familiale, les bonheurs et les malheurs familiaux. J'ai eu des problèmes au sein de ma famille, non pas des problèmes de couple, mais des problèmes d'enfants, et elle a entièrement assuré ça. Ça, c'est tout de même quelque chose qui a été pour moi extraordinairement positif. Ce qui d'ailleurs donne aussi probablement une explication à la force de son caractère. Est-ce que votre carrière aurait été très différente si elle n'avait pas été là? Oh, certainement. Certainement. Mais on ne refait pas le monde, je ne peux pas vous dire comment. Mais certainement, elle aurait été différente. Elle m'a beaucoup apporté dans ma compréhension des choses, dans le temps que j'ai pu consacrer à ma carrière, dans le fait qu'elle m'a toujours épargné tout souci, toute difficulté, tout problème, y compris matériel. Et deuxièmement, dans le fait qu'elle m'a apporté un certain regard aux gens, et notamment aux gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont touchés par la difficulté ou le malheur, l'âge ou les problèmes. Et elle m'a apporté en permanence, de ce point de vue, une vision qui a été beaucoup plus humaine. Et ça, c'est très positif. Est-ce que vous êtes un homme facile à vivre? Certainement pas, parce que je suis toujours pressé. Vous êtes un impatient? C'est pas tellement je suis un impatient, mais c'est que bon, je suis ainsi fait que j'ai toujours quelque chose à faire, ce qui ne facilite pas forcément la vie familiale. Alors, par exemple, je suis quelqu'un qui déteste se coucher tard et donc qui ne dîne pas en ville. Je ne dîne jamais en ville, je ne vais pas dans les cocktails, je n'y suis jamais allé. Vous regardez la télé? Je regarde la télé, naturellement, mais j'aime me coucher tôt et me lever très tôt. Bien sûr. Bernadette, elle aime bien de temps en temps aller dîner avec des amis, dîner en ville. Alors je l'ai abandonné sur ce point. Et puis, elle n'aime pas se lever trop tôt. Voilà. Est-ce que, entrer en politique il y a près de 45 ans, on sait que vous êtes un très gros travailleur, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes passé un peu à côté de votre famille? Il est possible qu'on puisse dire ça. Et le grand mérite que je reconnais à Bernadette, c'est d'avoir toujours fait en sorte que ça n'ait pas de conséquences. Elle a toujours fait en sorte, d'une façon ou d'une autre, que la famille soit solide et bien constituée et que je fasse, tout en tenant compte de mes obligations, et que je fasse en tous les cas ce qui devait être fait. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Le jour où vous quitterez la vie politique et l'Élysée, et je vais poser la même question à Bernadette Chirac, est-ce que vous l'avez déjà anticipé dans votre tête? Est-ce que ça va vous manquer? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le culte d'un passé. Et je me suis investi totalement dans la mission que je m'étais assigné au service des Français. Et alors on peut l'approuver, le critiquer, peu importe, mais j'ai toujours essayé d'agir pour les Français et pour l'idée que je me faisais de la France. Et si le jour où je n'aurai plus de
responsabilité de cette nature, eh bien j'essaierai de servir la France, les Français, d'une autre manière. Il y a donc une vie après la politique? Oh, il y a sans aucun doute une vie après la politique, jusqu'à la mort. Je vous remercie beaucoup, M. Chirac. Quelle est votre réaction à chaud? Je suis quand même émue, très émue, parce que c'est la première fois que mon mari aborde comme cela, dans le détail, notre parcours, notre vie de couple. Alors c'est vrai que nous sommes plutôt des êtres assez pudiques, que nous avons plutôt tendance à ne pas montrer trop à l'extérieur nos émotions. La maîtrise de soi, c'est quelque chose que dans nos familles, on apprend très tôt. Ne pas montrer ses émotions. Mais là, il a vraiment parlé de notre vie de couple d'une manière très émouvante. Et je trouve que quand il dit qu'il est passé à côté de quelque chose à cause de sa carrière, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord. Parce que ça a été un très bon père, mon mari. Il a toujours été là, dans la vie, dans les moments heureux, dans les moments difficiles, il y en a eu avec nos enfants. Il a toujours répondu présent, il ne nous a jamais manqué et il n'est pas passé à côté de quelque chose. Il a toujours pris grand soin de sa famille. C'est un être fondamentalement bon. Ma mère disait que sa devise, c'était « main secourable ». Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui, arrivés à ce niveau de responsabilité, prennent autant de soin des autres. C'est quelqu'un qui, quand il apprend que quelqu'un est malade, est à l'hôpital, il va lui-même faire le numéro pour essayer d'avoir des nouvelles, pour essayer de lui parler, lui apporter du réconfort. Mes beaux-parents étaient comme ça. Comment ça a fonctionné? Il est d'une grande bonté. Justement, je ne vais pas poser la question. Vous appartenez